Tiens, je suis allée voir Papou hier, tu sais, pour la remorque. Ah oui, comment il va, Papou? Bon, ça va, ça va. Ils habitent dans un mobil-home en gros. Oui. Ouais, ils avaient pas mal avancé et je crois qu'ils commençaient le placo. Hum. Ouais, c'est pas bête, pas bête. Que tu ordonnerais à tes parents après. Bah non. Ah oui. Tu es allée à vélo, les Non. voir? Non. Ah, tu demanderas à ta soeur qu'elle sent. Pourquoi? À trottinette. Tonton Jean-Luc aussi. Oui, évidemment. Quand l'enfant découvre que le danger ne porte pas de griffes, mais des silences, que la peur n'habite pas les ombres, mais son propre ventre, Mais toi, tu peux rien. il cesse de courir. Non, mais les travaux, c'est fini. J'en ai fait. Courir. Ce serait admettre qu'il y a une sortie. Or, ici, il n'y en a pas. Ah, mais oui, tu vas aller au collège. Ah, Alors, il fait ce que l'espèce humaine fait de plus ancien. Il s'adapte, mais à l'intérieur. Il se rétracte, doucement, comme un escargot face au bruit. Il étire son être vers l'arrière, glisse en dehors de lui-même et observe. Ce n'est pas une fuite, c'est une invention. Une manière de survivre quand le monde entier, même celui logé sous la peau, devient une zone à éviter. Il se regarde vivre comme on regarde un animal blessé dans une cage, avec distance, et sans le savoir, il construit le premier étage d'une lucidité défensive, celle qui coupe, qui préserve, qui éloigne, celle qu'on appellera plus tard dissociation. Tonton Jean-Luc. On joue un rôle. Sourire, parler, réagir. Moi, je regarde. J'observe. Je me demande, pourquoi ces informations? Pourquoi je ressens ça, à cet instant? C'est mon cerveau? Et puis quand je ressens, je me sens mal, comme mis à nu. Alors, je les cache. Les jours passent, les gestes sont là, mais moi, je suis pas là. Je dirais que c'était un enfant joyeux tout petit, très joyeux tout petit d'ailleurs. Et puis petit à petit, au fur et à mesure avec l'école, comme il était pas très sociable, on va dire, pas très sociable peut-être parce que fermé sur lui-même, j'ai eu l'impression qu'il se refermait vraiment sur lui-même. Moins ouvert aux autres. Tout d'abord, chez le jeune enfant, l'état dissociatif, il va se représenter par un enfant qui peut, dans sa vie, être dans un environnement qui est très bruyant, très stimulant, qui prend de l'énergie. Et pourtant, nous, en tant que psychologue, quand on va recevoir le jeune enfant en cabinet, on va avoir en face de nous un enfant qui est tout calme, qui est tout replié sur lui-même, qui est un peu dans sa bulle en fait, qui se crée un peu cette bulle pour se protéger de cet environnement qui vient faire trop pour lui. Mais c'est pas pour autant qu'il faut penser que cet enfant il ne pense rien et il est complètement vide d'émotions, parce que c'est bien souvent l'inverse, c'est des enfants qui vont justement utiliser cette position de repli pour avoir un temps pour eux aussi, pour analyser tout ce qui se passe autour d'eux, essayer d'analyser leurs émotions, prendre énormément de recul sur tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils voient dans leur environnement. Et donc voilà, souvent, dans la clinique, on essaie d'amener cet enfant à extérioriser tout ce qu'il intériorise et à nous montrer un peu plus par son physique, par ses gestes, par le jeu. On utilise souvent le jeu avec le jeune enfant, d'extérioriser un peu ce qu'il pense
là où il peut pas, enfin là où son environnement en tout cas ne le permet pas. Le monde est là, mais il glisse autour de moi. Je suis à l'intérieur sans être dedans. En pathologie, il n'y a pas de frontière précise entre un fonctionnement dit normal et un fonctionnement dit pathologique. C'est toujours un peu une frontière floue et le but c'est de voir où se situe le patient. Est-ce qu'il va être dans un fonctionnement dit normal où il va intérioriser comme tout le monde une pensée, mais là où ça devient pathologique, c'est quand ça va être dans l'excès, ça peut créer des angoisses, ça peut créer aussi un frein aux relations sociales. Et là, quand ce sera dans l'excès, on sera dans le pathologique. Mais je pense qu'il faut toujours essayer de situer son patient sur un peu une ligne continue et voir où est-ce que le curseur se place. Mais il n'y a pas vraiment à cette frontière, on est dans le normal et à cette frontière dans le pathologique. C'est toujours une question de contexte, de moment aussi, parce qu'il peut à un moment donné être dans le pathologique, puis retourner dans le normal. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est en évolution, qui bouge avec le temps, la personne, ses expériences. Et enfin voilà quoi, son parcours de vie aussi. Je crois que je me suis perdu. Pas d'un coup, pas volontairement. Juste quelque part en chemin. Le tout premier signal, c'est vraiment très très jeune, c'est chez le nourrisson. Je sais que pendant mes stages, j'avais pu voir ça avec des très très jeunes enfants. Et en fait, les parents s'en sont rendus compte vraiment très très jeunes. C'est un nourrisson qui va pas pleurer, qui va pas prévenir le parent pour lui dire qu'il a faim, qu'il a besoin d'être changé, qu'il a besoin de self-care, on dit, c'est un parent, enfin, ou de holding, le parent qui va porter l'enfant, qui va faire du pot à pot avec l'enfant. Ça, c'est vraiment des besoins primaires de l'enfant. Et l'enfant, par le pleur, il appelle son parent à recevoir tout ça, ce qui est complètement essentiel pour l'enfant. Un enfant ne peut pas grandir sans les soins de ses parents, sans le contact, sans... En fait, un enfant, il grandit grâce à l'environnement et grâce à la mère avec un grand M. Donc, c'est plutôt la figure qui va s'occuper de lui et lui apporter tous les premiers soins. Et souvent, dans des familles... dans des contextes familiaux où c'est très très mouvementé. Par exemple, c'est souvent le cas avec un parent malade, un parent qui a un souci, un problème psy ou qui est malade, qui a besoin de beaucoup d'attention. Souvent, c'est un enfant qui ne va pas pleurer. Par exemple, je pense souvent aux mères dépressives ou aux mères qui font un baby blues. Et l'enfant, il ne va pas pleurer, il ne va pas chercher le contact, il va vraiment se replier sur lui-même. Mais ça lui enlève pas d'avoir tous ces besoins primaires que tous les enfants ont. Après, chez l'enfant qui grandit, par exemple vers 2-3 ans, donc, c'est un enfant qui va peut-être pas aller chercher le monde par la marche, par le quatre pattes, par l'appréhension, c'est le fait de prendre des objets, par aussi tout ce qui est l'attention conjointe. Il va pas partager son attention avec un adulte sur un objet ou montrer le ciel ou poser plein de questions comme il peut faire quand il grandit. L'enfant, tous ses premiers gestes en fait qui l'accrochent à l'adulte et à l'environnement, on va pas forcément l'observer chez un enfant qui est dans le repli ou qui est dans l'intériorisation ou qui se protège d'un environnement qui vient dans le trop, quoi. Comme l'école ne se passait pas forcément bien, le retour d'école était souvent un peu agité. Il y avait beaucoup de choses à raconter au retour d'école, donc le retour d'école était assez agité. Les repas étaient assez agités aussi. Donc l'enfant, il arrive à l'école, il arrive il est censé se faire ses premières amitiés. Là, c'est pareil, c'est un enfant qui va
pas tellement s'investir dans l'école ou qui au contraire va trop s'investir dans l'école. Il posait énormément de questions, il était curieux de tout et de rien. La moindre petite chose l'interrogeait, que ce soit sur tous les domaines. Sur tous les domaines, c'était un enfant très curieux. Il va se réfugier dans cette masse d'informations, dans cette masse de savoir, un peu pour canaliser ses émotions. Et au lieu de se focaliser sur les émotions qui peuvent faire trop, eh ben, il va se focaliser sur le savoir, la connaissance, et ça va lui prendre énormément d'énergie psychique pour apprendre plein de choses, et il va se renfermer dans les livres, il va s'intéresser à plein de choses, ce qui fait que, en attendant, les émotions, elles se taisent un peu, et lui, il n'a pas à aller s'investir avec les autres qui lui renvoient en général son état à lui de psyché. Tout est là, mais rien ne me touche. Ouais, ou de temps en temps, je pense, quand il y a tonton Jean-Luc aussi. Quand on parle de self-distancing, il ne s'agit pas d'une métaphore. Certaines zones du cerveau liées à l'expérience émotionnelle se taisent lorsqu'on s'observe à la troisième personne. C'est un filtre qui aide à survivre. Mais filtrer tout le temps, c'est aussi se couper du goût des choses, du monde, de soi. On croit souvent que la conscience de soi est une force. Mais sans ancrage émotionnel, elle devient un abîme, une lucidité sans peau. Alors, on intellectualise, on analyse, mais on ne ressent plus. Dans l'analyse, ça certainement. Dans l'émotion, beaucoup. L'imaginaire, non, pas ton petit. C'est plus en grandissant, quand il s'est refermé sur lui-même, où là, il a développé plus son imaginaire. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. On a besoin, à l'adolescence, de se séparer psychiquement des parents pour aller investir, en fait, une vie qui sera la nôtre et un mode d'autonomie et d'indépendance qui nous amènera après vers l'âge adulte. Et donc voilà, souvent ce jeune adulte, il va avoir du mal à aller investir toutes ces petites aides, les amis, les relations amoureuses pour s'autonomiser. Il va plus avoir tendance à soit rester accroché au foyer familial qui est dans ce qu'il est quand même sécurisant et qui apporte une base de sécurité, plutôt que d'aller un peu dans l'inconnu, investir tout seul. Ça dépend, parce que on peut aussi avoir un jeune adulte qui va justement à fond s'enfermer sur lui-même, qui va aller faire sa vie, qui va aller toujours dans la connaissance, dans les études, ou un peu dans ces mécanismes-là, se construire. Sachant qu'à une période, il a eu du mal aussi à exprimer ses émotions. Il ne savait pas dire s'il était heureux, triste, s'il avait bien dormi, pas bien dormi. Il a fallu lui réapprendre les émotions qu'on pouvait avoir et ce qu'on ressentait quand on était triste, quand on était heureux, quand on était... Voilà, juste savoir ressentir les émotions. On l'avait fait avec des smileys, des petits smileys. Mais ça, on le fait, ça c'est hyper important, et on le fait même avec la plupart des enfants. Maintenant, les enfants, quand ils vont à l'école, on est vachement plus dans cette recherche de... on aide vraiment les enfants à exprimer ce qu'ils ressentent. Je sais pas si t'as vu, c'est tout bête, mais sur TikTok, on voit... Enfin, moi, c'est mieux pour toi parce que ça m'intéresse, mais on voit beaucoup les maîtresses qui, avant que l'enfant rentre dans la classe, il a un panel et il met son visage sur des émotions. Et en fait, c'est vraiment la base d'apprendre à l'enfant à... En fait, s'il apprend tôt à exprimer ses émotions, à ressentir des choses, après, ça sera que du plus pour plus tard, et ça va l'aider à s'épanouir, à se construire une vie... une vie qui soit la mieux possible, quoi. Mais du coup, oui, c'est même avec la plupart des enfants qu'on fait ça. Je sais qu'on a eu des enfants qui avaient un environnement très stable, c'était juste un traumatisme. Je sais pas, par exemple, j'en ai en tête un accident de voiture. Et en fait, c'est des enfants qui ont une vie complètement épanouie, stable, normale, avec des parents qui sont très présents. Mais des fois, même ces enfants-là, en fait, on se rend compte que les émotions, c'est pas OK. Et il faut vraiment apprendre à l'enfant à les extérioriser.
Peut-être que c'est ça, ma vie. Des jours sans émotion, d'autres un peu plus lumineux. Peut-être qu'il faut arrêter d'attendre, juste être là. Pas parfait, pas heureux, juste là. J'avais l'impression que tu te coupais du monde, oui, effectivement, mais qui n'ont pas été très longs. Enfin, si ce n'est en première. En première, où j'ai eu l'impression quand même que tu te refermais vraiment sur toi avec, du coup, tes maladies là, que tu avais fait. Ouais, puis tes hospitalisations, là, à un moment, j'ai vraiment eu l'impression que tu allais vraiment te renfermer sur toi-même et puis, et ouais, ça m'a fait un peu peur à ce moment-là. Donc je pense que ce profil, il peut se camoufler dans une vie, comme on peut l'expliquer, apparemment fonctionnelle. Par exemple, chez un jeune adulte ou un jeune en devenir ou même un adulte qui va pouvoir aller vraiment investir de relations sociales, qui va avoir des amis, qui va fonder ou non sa famille d'ailleurs, mais ce sera toujours une personne qui, je pense, qui aura besoin de temps seul, voilà, pour vraiment conscientiser ses pensées, ou alors il sera même en société ou avec des gens. Donc il sera physiquement présent, mais psychiquement très occupé et absorbé aussi par ce qu'il ressent, par ses émotions, ou qui sera toujours dans l'analyse de ce qui est en train de se passer dans ses relations, toujours dans l'analyse du moment présent avec la personne qui va... là où un fonctionnement normal, c'est voilà, je suis avec mes amis, je me pose pas trop de questions, je passe un bon moment. Ça peut être des personnes qui vont se dire... qui vont se poser énormément de questions, qui vont faire énormément d'auto-analyse sur leur propre comportement, mais aussi qui vont se demander voilà, ce qui se passe aussi dans la tête de ses amis, dans la tête des gens qui sont avec, qui sont avec lui. Oui, je t'ai déjà sentie absorbée par toi-même, enfin ailleurs, quoi. Du coup, quand tu réfléchis à plein de projets, plein de trucs, t'es plus avec nous, quoi. Le chemin n'éclaire rien. Il ne guérit pas. Il ne fait que tracer, pas à pas, la possibilité d'être là. Pas pour comprendre, pas pour vaincre, juste pour sentir. Un peu. Et parfois, cela suffit à remettre le monde en mouvement. La société aujourd'hui, elle va dire si tu travailles pas, si tu n'arrives pas à avoir de relations, t'es dans le pathologique, on te donne des traitements, on s'occupe de toi, mais on pourra jamais te mettre dans le normal. Là où la société, si elle voit quelqu'un, certes, il a des angoisses, mais voilà, il se fait des amis, il a un travail, on va pas le mettre dans le pathologique parce qu'il se débrouille et il sert la société, et les besoins de la société, et donc c'est là où il sera dans le normal, quoi. Je pense qu'à l'école, tu gérais des choses, tu nous en parlais pas toujours, quoi. Voilà, au niveau, que ce soit au niveau émotionnel ou dans ton travail aussi, tu as géré seul tes écoles, quasiment, tu as géré seul quasiment ton appart. Le trop lucide, ce serait quelqu'un qui serait vraiment dans un fonctionnement dit un peu pathologique, que ça lui prendrait énormément d'énergie, que ça lui empêcherait les relations sociales, que ça lui empêcherait... que ça l'angoisserait énormément, que c'est dans le trop, et souvent ça nécessite un accompagnement psychologique. Là où le moins lucide, d'accord, je suis beaucoup lucide, je conscientise tout, mais en même temps je me débrouille bien avec ce fonctionnement, et ce fonctionnement, malgré l'énergie qu'il me coûte, il me permet quand même d'avoir des relations, il me permet quand même de m'intégrer à la société, il me permet quand même de ne pas prendre de traitement contre mes angoisses. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, une intervention extérieure pour apprendre à ressentir, parce qu'on ne peut pas apprendre seul quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience.
Je pense que ce qui va aider l'individu à ressentir ses émotions, à mettre des mots sur ses émotions, c'est un environnement, des personnes, un entourage qui vont l'aider aussi à mettre des mots sur ce qu'il ressent. La première base pour aider une personne à ressentir ses émotions, c'est dès l'enfance, l'apprendre à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et ça, c'est déjà une étape qui est juste énorme et qui, pour certains enfants, peut mettre des années à s'acquérir. C'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant de 6, 7 ans, voire 8 ans, qui est incapable de mettre des mots sur ses émotions et qui ne sait pas du tout comment expliquer et représenter ses émotions à l'adulte, au psychologue ou à ses parents. Tu as appris à faire avec, tu as appris j'aurais envie de dire apprivoiser un peu cette hypersensibilité. T'as appris, ouais, t'as appris à l'apprivoiser et en faire une force plutôt qu'un handicap. Moi, je pense que la suradaptation, elle ne bloque pas forcément le processus de guérison, s'il y a processus de guérison. Je pense qu'à partir du moment où, certes, l'individu, il peut être dans la suradaptation, mais déjà, rien que de dire ça, c'est un jugement, une interprétation. Parce que lui, il peut se complaire dans cette suradaptation et il peut complètement s'épanouir dans ce mode de fonctionnement. Donc, je pense que un processus de guérison, ça serait un processus vers lequel la guérison, c'est pas forcément ce qui nous semble ne pas être pathologique, c'est plus un peu une bulle dans laquelle l'individu il se sent en accord avec ce qu'il fait, il se sent bien dans ce qu'il est et il se sent pas jugé, culpabilisé, il se sent pas trop pris par ses émotions. Donc la guérison, c'est vraiment cette petite bulle où l'individu juste il poursuit sa vie en se sentant bien et en se sentant épanoui, en se sentant heureux et accompli. Tu mets de la sensibilité dans les choses que tu vas faire, dans ce que tu vas dire, dans ton rapport avec les autres. Mais maintenant, ça ne t'empêche pas d'avancer. Le trop lucide, ça c'est un jugement de la société. Et si l'individu il est OK avec ça, en fait c'est complètement OK. Ça arrive à tout le monde d'avoir du mal à exprimer ses émotions. Si c'était simple, on n'aurait pas tous ces problèmes de tension familiale, ces problèmes de difficultés dans les relations. On n'irait pas voir de psychologue et tout irait bien, quoi. Tu es abordable comme tout le monde et toi, tu avais juste envie de rentrer en relation avec les autres. Et j'aurais envie, Sarah, que les gens te voient juste comme tu es, comme quelqu'un de gentil, d'abordable et avec son caractère, avec ses qualités, ses défauts, mais comme tout le monde, quoi. Quand je te vois parler de tes projets, de tout ça, j'ai l'impression que tu es bien dans ce que tu fais. Est-ce que tu as appris à cacher tes sentiments et que du coup, tu fais pas part de tes inquiétudes, de ton stress, probablement? Est-ce que c'est ça qui te permet d'avancer? Probablement aussi, je pense. Mais c'est pourquoi ça en fait? Parce qu'en soi, de base, on est juste des humains. Ouais. Et en soi, selon toi, est-ce que c'est important ça dans la vie? Tu vois, c'est genre pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi autant d'énergie? Ouais, mais ça je suis d'accord, hein. Je pense qu'on est dans une société où on veut tout maîtriser, on veut tout contrôler, que ce soit dans l'alimentaire, enfin tu vois, ça se traduit vraiment dans tous les milieux. En fait, on est en train de faire pareil avec la psyché humaine, on veut tout comprendre, tout maîtriser, tout savoir parfaitement comment ça s'explique. Donc on trouve des causes dans l'enfance, dans le développement, dans le cerveau, parce qu'il y a aussi toute une histoire de molécules qui est très importante dans les émotions. Mais en fait, le problème, je pense, qui est en train d'arriver, c'est qu'on veut tout contrôler, et tout contrôler, c'est pas forcément la solution. Des fois, c'est pas utile de tout savoir, de tout comprendre absolument. En fait, des fois, il vaut mieux rester dans le flou, tu vois.
c'est comme quand tu dis est-ce que trop lucide, et ben en fait c'est ce que la société est en train de faire, la société on est en train de devenir trop lucide, mais à force de tout maîtriser, ben en fait il y a des choses qui vont encore plus nous échapper.